De manière générale, avez-vous apprécié l'expérience? 100% des étudiants ont apprécié. Et j'avais posé comme question aussi si je devais dépenser des sous pour acheter Périnastim. Donc oui à 81%. Les étudiants qui ne savent pas ou disent non, en fait, elles trouvent ça cher. Donc c'est pour ça qu'elles me disent je ne sais pas exactement. Du point de vue de l'enseignant, les avantages. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'enthousiasme immédiat des étudiants. En tant qu'enseignant, arriver dans un atelier, un TP, un TD, et trouver 31 étudiants frétillants en train d'être super contents de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est, je l'avoue, super agréable. Et du coup, ça stimule aussi l'enseignant parce que nous, on y a passé 2 heures et c'était vraiment très agréable. L'avantage, c'est que ça place l'étudiant dans le rôle de décideur. Autant elles vont pouvoir voir des hémorragies de la délivrance en stage, jamais elles ne seront décideurs, c'est normal, mais même jamais on va leur demander leur avis, puisque de toute manière la prise en charge doit être rapide. Donc elles vont pouvoir observer, pouvoir participer éventuellement, mais jamais elles diront je fais ça en premier, ou jamais elles ne pourront proposer de je ferai ci, je ferai ça, qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'on n'a pas le temps sur ces prises en charge. Donc ça les met en rôle de décideur et ça je trouve ça très important parce que c'est l'apprentissage de la prise de décision est difficile à simuler par ailleurs à part dans les simulateurs numériques ou en simulation classique. Ça permet des arrêts sur image pendant l'atelier, c'est-à-dire qu'on a cette possibilité-là d'arrêter si on a vu des erreurs, donc pour voir pourquoi vous avez fait ça, et plutôt ça que ça, et de vraiment travailler la décision, la validation des acquis, le retour d'expérience, parce qu'on peut rebondir sur plusieurs choses, et ça permet de questionner vraiment l'étudiant sur les décisions et de lui faire comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Donc l'introduction dans un curriculum en école de sage-femme, en formation initiale, je dis oui, parce que ça correspond encore une fois à des objectifs, c'est-à-dire que c'est une pathologie avec une prise en charge où on connaît très bien les algorithmes qui font intervenir plusieurs professionnels et que vraiment c'est dans l'urgence, c'est rythmé et il faut vraiment connaître les conduites à tenir, à mettre en place et on n'a plus le temps de réfléchir. En revanche, ça doit faire partie d'une intervention pédagogique plus large et pensée en amont, c'est-à-dire c'est pas un atelier pour un atelier, c'est pas pour faire plaisir aux aides-soignants et c'est pas comme ça dans le vague, ça fait vraiment partie d'un curriculum. J'ai repris la phrase de Onay en 2015 qui dit que le jeu sérieux ne procure pas d'apprentissage s'il est non accompagné par des mesures pédagogiques et les objectifs, ils peuvent être multiples. Donc en fonction de ce qu'on veut atteindre, ça peut être du transfert de connaissances, de l'acquisition de compétences ou des modifications du comportement. Pour l'hémorragie de la délivrance, nous on a pensé comme ça à l'école de sage-femme, c'est-à-dire que le jeu sérieux, il va permettre de placer l'étudiant en position de décideur, il va lui permettre de tester ses connaissances dans le timing de la prise en charge, de valider ses acquis ou au contraire de re-questionner s'il y a un problème, de travailler sur des situations relativement proches. Ça permet une certaine construction de l'autonomie, chose qu'il n'a pratiquement jamais en situation de stage. Et ça lui permet de mobiliser des savoirs utiles à la compréhension des situations. Et ça, je trouve c'est important parce qu'en formation initiale, souvent, ils ont un cours magistraux, ils apprennent des choses, mais ils ne le travaillent pas forcément après sur la compréhension et pourquoi ça, ils ne se posent pas à cette question. En revanche, il ne permet pas de tester les gestes techniques, bien sûr, ni de tester les relations pluriprofessionnelles, ni de tester sa gestion du stress. Et c'est des choses qui sont très importantes dans la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance. Donc nous, on a inclus cet atelier de simulation numérique au milieu de théorie avec la physiopathe, la prise en charge, l'algorithme décisionnel, et avant la simulation, c'est-à-dire que simulation haute fidélité pluriprofessionnelle qui va permettre de travailler en équipe
qui va permettre de travailler le relationnel avec la patiente et le mari et de tester le facteur temps, justement ce qui leur manquait tout à l'heure en disant bah oui, mais si je prends là la décision de poser une deuxième voie périphérique, ça ne va pas me prendre 5 secondes, ça va me prendre au minimum 3 minutes. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux faire? Ou à quoi je dois être vigilante? Donc le jeu sérieux sur l'hémorragie de la délivrance, il trouve vraiment sa place en formation initiale maïeutique, entre la théorie et la simulation. Ça serait dommage de passer directement de la théorie à la simulation si l'arbre décisionnel lui-même n'est pas bien acquis. Donc ça permet là il trouve vraiment sa place entre les deux, et nous on va le faire comme ça à l'école de sage-femme. Donc le module de formation, donc les objectifs, je vous l'ai dit, sous quelle forme? Donc en demandant aux étudiants comment ils imagineraient un tel module à l'école, donc ce qui ressort clairement, c'est qu'ils estiment que c'est pas à faire en demi-promotion ou en promotion, c'est-à-dire que l'enseignant ne va pas dérouler le scénario en disant en disant voilà qu'est-ce que vous feriez, et de valider un collectif, je dirais. Ils ont vraiment apprécié d'être soit seuls sur leur ordinateur ou par groupe de 3 ou 4 avant de prendre la décision. Combien de fois imagineriez-vous utiliser Périnat-Steam en second cycle? Tout ce qui est pathologie est fait en second cycle en maïeutique, donc c'est pour ça que j'ai limité sur le second cycle. Donc sur 31 étudiants, alors ils avaient le choix de répondre soit par trimestre, par mois, par semaine, ou en nombre de séances, mais en fait c'est assez cohérent. Ils pensent une fois par mois, une fois par trimestre, en sachant que c'est sur 2 ans, et donc ça donne bien 3 à 5 séances pour les uns et 6 à 10 séances pour les autres. Pensez-vous que ces séances devraient être encadrées par une sage-femme enseignante? Oui, pour 97%. Alors ça, c'est intéressant. Enfin, ça confirme bien qu'ils ont besoin d'être validés dans certains acquis et surtout de vraiment travailler le pourquoi des choses et le pourquoi de la décision. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être seuls, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le module de formation, donc je vous l'ai dit, apport théorique, initiation en grand groupe sur l'utilisation du simulateur, parce que bon, c'est fait une bonne fois pour toutes, pour tout le monde. Groupe de 3 ou 4 étudiants avec une sage-femme enseignante, avec différents scénarios, un débriefing par la sage-femme enseignante, complément d'information, validation d'acquis, recommandations, etc. Après, possibilité de travail en individuel selon les disponibilités, parce que vous avez vu, il y a des étudiants qui estiment plutôt 3-4, il y en a qui vont plutôt faire 6-10, donc je pense que ça, c'est assez individuel et ça dépend vraiment de la maturité de l'étudiant dans ses études. Lisibilité des scores qui permet de cibler les étudiants en seconde session, c'est-à-dire qu'en fonction des scores, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration ou que ça reste vraiment insuffisant, je pense qu'avec ces étudiants-là, il faut leur proposer vraiment d'autres ateliers avec la sage-femme enseignante. Puis, quand tout le monde est prêt, enfin quand certains groupes sont prêts, on passe en simulation haute fidélité avec les autres professionnels. La place du formateur, donc il intervient peu pendant les moments de jeu, mais observe en permanence. Il peut gérer des fenêtres pédagogiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit que ça ne va pas bien, on peut le mettre sur pause et dire pourquoi vous avez fait ça, vous voyez quel inconvénient ça peut avoir et quel effet secondaire ça peut donner. Ça peut permettre de débloquer des situations ou valider des prises en charge. Un débriefing général à la fin du jeu. Structurer les apports et les points qui devront faire l'objet d'éclaircissements ou de compléments d'information. Alors ça peut être des points individuels quand on a vu un étudiant en particulier en difficulté, ou si c'est par exemple un tiers de la promotion, revenir dans ce groupe-là sur des éclaircissements. Et bien sûr, le formateur est garant de la qualité et du cadre du jeu, donc ça a une valeur formative. C'est ça qui va assurer la valeur formative. C'est pas juste, tenez, on a acheté un simulateur numérique, on vous le donne et puis débrouillez-vous. Il y a vraiment une intention derrière, et pour moi, c'est le plus important. Donc je dirais que ça a été très intéressant, et pour les étudiants et pour l'enseignante que je suis. Ce qui est vraiment appréciable, c'est cette espèce d'enthousiasme qui se crée et qui est aussi nourri par « vous avez fait, je valide » ou « tiens, vous voyez, vous avez oublié quelque chose et pourquoi vous l'avez oublié ?» et du coup, ça reste beaucoup plus ancré en eux qu'un simple contrôle écrit « vous avez oublié, ça ne va pas ». Il y a vraiment du senti... Enfin,
elles sont sorties en ayant compris des choses qu'elles n'avaient pas compris auparavant et qui a été gardée à plus long terme qu'une simple intervention magistrale. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans l'Assemblée ? Quelqu'un a une question? Alors moi j'en aurais une. Est-ce que vous avez essayé de voir de corréler les scores aux séances de simulation avec les résultats finaux des étudiants? Alors comme ça date de mai, on n'a pas fait de score après. Disons que sur l'atelier lui-même, dans ce congrès-là, j'ai pas pu récupérer les scores finaux de chaque étudiant. En revanche, on avait les scores avant, parce qu'elles avaient eu un contrôle écrit peu de temps avant, suite à des cours magistraux. Donc ça, j'avais récupéré. Et quand elles ont été en groupe dans la salle, oui, j'ai pu, mais alors ça reste très subjectif, ce sur quoi elles pêchaient pendant les ateliers, c'était ce sur quoi elles avaient pêché à l'écrit. En revanche, ce qu'on n'a pas fait, puisque c'est tout juste et que j'ai pas encore, que je n'ai pas encore mon simulateur pour cette année, on a pensé à le faire, mais cette année, une fois qu'elles auront vraiment toutes été formées, parce que là, elles ont eu que 2 heures. C'était un espèce de test en fait. Et dans le même esprit, là j'avais vu, bon, vous intégrez les différents outils, en particulier vous avez positionné le jeu sérieux à un endroit. Alors, est-ce que cette séance de jeu sérieux, elle est évaluée ou pas? Pour l'instant, non. Parce que ma question, je pense que ça aura un intérêt de refaire le jeu sérieux après la simulation. Oui. Parce qu'en réalité, c'est une forme d'ancrage. Ça pourrait être une forme d'ancrage, si vous avez le temps de le faire, ça serait assez intéressant. Oui, tout Mais à bon, fait. cette articulation entre jeu sérieux, simulation, préparation théorique, etc., c'est très intéressant. Donc est-ce que ça évoque des questions, ça? Non? Ben, on va continuer, alors, si vous êtes d'accord, avec l'orateur suivant.